Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir en salle Pasteur pour notre conférence du lundi. Vous le savez déjà, si vous étiez là la semaine dernière, on va alterner entre Simon et moi-même pour ces conférences du lundi. Alors aujourd'hui, on est placé dans un contexte national qui est la fête de la science. Vous avez dû déjà en entendu parler parce que c'est déjà commencé. Et cette fête de la science 2023 a pour thème générique sport et santé. Donc il nous apparaissait important de pouvoir placer quelques conférences du Jardin des Sciences sur ce thème. Et nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir Jocelyn Laporte qui va intervenir, vous voyez, sur un titre très évocateur, les maladies neuromusculaires. Pourquoi ? Parce que Jocelyn est directeur de recherche INSERM au sein de l'Institut de génétique, biologie moléculaire et cellulaire de l'Université de Strasbourg et donc de l'INSERM aussi. Et dans ce cadre-là, il s'occupe d'une équipe en physiopathologie des maladies neuromusculaires. Et dans ce cadre de recherche, il s'intéresse notamment à une spécialité qui est l'étude de l'analyse génétique et moléculaire de toutes ces maladies neuromusculaires et en particulier la myopathie congénitale, dont on sait maintenant les caractéristiques, hélas, atrophie musculaire, diminution de la force, ou voire même des insuffisances respiratoires majeures. Donc, dans ces recherches, on essaye de mieux comprendre et surtout, grâce à votre équipe, vous essayez d'identifier les cibles thérapeutiques pour soigner tous ces malades. Et une idée est venue, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder ce qui se passait sur les malades eux-mêmes, on va regarder d'autres sujets très intéressants qui sont liés à notre thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire les athlètes qui ont parfois des performances extraordinaires, exceptionnelles. Et on va regarder ces athlètes d'un autre angle en termes de génétique. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre comment est-ce que dans un même gène, on va avoir des mutations qui vont soit rendre la personne malade, soit lui offrir des performances exceptionnelles comme nos athlètes. Donc l'équipe de Jocelyn a fait appel à ce qu'il appelle des recruteurs pour essayer d'identifier certains champions. Alors on a eu des recherches qui ont été, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, qui ont été faites sur des apnéistes. Vous savez, ces personnes qui retiennent longtemps leur respiration, hein, donc c'est important. Et puis on va le faire aussi, donc en dernier lieu, sur des alpinistes, si j'ai bien suivi. Et puis il y a d'autres idées sur des cyclistes et autres, qui sont quand même des personnes qui vont apporter de l'eau à votre moulin, si j'ose dire, et qui vont nous permettre de trouver les médicaments de demain, les interventions possibles pour soigner tous ces malades. Donc je vais vous laisser la parole. Vous savez qu'ensuite vous pouvez poser toutes vos questions si vous le désirez et on espère qu'elles seront nombreuses. Voilà, merci Jocelyn, c'est à vous. Merci beaucoup, merci pour l'introduction. J'espère que vous m'entendez bien. Aujourd'hui, je voudrais discuter avec vous de ce qui est maladie neuromusculaire et aussi performance athlétique exceptionnelle et discuter notamment de ce qui est des bases génétiques. Donc je vais notamment vous parler de ce qui est des variations d'ADN. Comme vous le savez peut-être, des maladies génétiques sont dues à des variations de notre ADN. Mais peut-être que vous le savez aussi, il y a des prédispositions génétiques aux performances athlétiques exceptionnelles. Et ça nous intéresse d'un point de vue de la recherche sur les maladies, puisque ça peut, par exemple, comme il a été dit dans l'introduction, suggérer des approches thérapeutiques. Ça a déjà été dit que je suis à l'IGBMC, donc à Ilkirch. Dans notre équipe, donc, elle est en train de changer de nom, mais ça s'appelle Physiopathologie des maladies neuromusculaires, ou bien Muscles et maladies bientôt. On étudie en fait les myopathies congénitales, qui sont donc congénitales, ça veut dire les patients sont affectés assez tôt dans la vie. On a aussi lancé un projet plus récent sur les athlètes hors normes. Alors pas lui spécifiquement, mais d'autres athlètes hors normes. On essaie de répondre à 3 questions essentielles dans ce domaine, notamment des maladies, des myopathies. C'est d'identifier des gènes impliqués dans ces maladies, de comprendre les mécanismes qui mènent, par exemple, à la faiblesse musculaire,
et aussi de tester dans des modèles de laboratoire de potentielles thérapies pour guérir ces maladies. Alors d'abord, j'ai une question à vous poser. Déjà, est-ce que vous savez, puisqu'on va parler surtout de muscles, est-ce que vous savez combien il y a de muscles dans le corps humain, à peu près? Il y en a plein. On a un peu plus de 600 muscles dans le corps humain. Ça représente quand même un petit peu moins ou presque la moitié du poids du corps sec. Donc ça veut dire qu'on est tous très musclés, puisque presque la moitié du poids du corps. Et il y a d'autres spécificités à ce qui est des muscles qui sont composés de fibres musculaires, c'est les cellules. C'est qu'on a certaines cellules qui sont très longues, qui peuvent faire 40 cm, par exemple les muscles du quadriceps, de la jambe. L'autre spécificité aussi, c'est que ces cellules musculaires, elles peuvent avoir plusieurs noyaux. Donc le noyau, c'est là en fait où est stocké notre ADN, dans chacune de nos cellules. Et pour les fibres musculaires, ils ont plusieurs noyaux, donc ça peut poser aussi pas mal de questions sur la régulation de l'expression de notre ADN. Et le muscle, donc, c'est un organe qui est prédominant, je vous l'ai dit, mais aussi très important, donc, bien sûr, pour le mouvement, aussi pour la respiration. Hein, les muscles intercostaux et le diaphragme sont capitaux pour la respiration. Le muscle, comme il fait presque la moitié du poids du corps, c'est un tissu qui est très important pour le métabolisme, pour la thermorégulation, etc. Là, je vous ai mis de petits schémas sur ce qu'est un muscle. Donc, vous avez ici, en fait, du macroscopique au microscopique. Donc, le muscle, en général, est attaché au squelette via un tendon. On a plusieurs fibres musculaires. Ici, ça en est une. Là, c'est une vraie image dans la vraie vie. Vous avez une fibre musculaire ici, une autre ici, etc. Et dans ces fibres musculaires, on a des faisceaux qui s'appellent ici des myofibrilles. Ça s'appelle aussi des sarcomères. Donc, sur l'image en bas à droite, voici un faisceau ici que vous voyez. Il y en a un autre en dessous, un troisième ici. Et ces faisceaux, ils contiennent les protéines contractiles. Donc, c'est ce qui permet aux muscles de se contracter. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ces protéines contractiles. C'est ce qu'on appelle la myosine et l'actine. En fait, tous les filaments horizontaux ici, que vous voyez, ce sont ces protéines, myosine et actine, qui, en interagissant entre elles et en se tirant l'une à l'autre, vont permettre aux muscles de se contracter. Et vous avez des unités comme ça qui sont séparées par ces bandes noires, qui s'appelle la ligne Z, bon, peu importe à la rigueur, donc qui s'appelle les sarcomères. Donc, ce que j'encadre en carré ici, c'est un sarcomère, une unité contractile. Donc il y a une contraction entre ces deux bandes noires. Alors un sarcomère, ça fait 2 micromètres de long, donc c'est assez petit, on ne le voit pas à l'œil nu. Mais par contre, il y en a plein, il y en a des centaines et des centaines mis bout à bout, ce qui fait que quand on contracte un sarcomère, il se contracte en général de 2 microns à 1,8 microns, donc ça paraît vraiment ridicule, mais quand il y en a des milliers qui se contractent en même temps, c'est ce qui explique que le muscle il peut se contracter de plusieurs centimètres. Donc c'est l'ajout de tous ces sarcomères en ligne qui fait la contraction musculaire. Et j'y reviendrai ici, ces genres de boules là, marquées par DM, c'est des mitochondries. C'est un organelle qui se trouve dans nos cellules et qui permet de produire l'énergie, puisque la contraction musculaire utilise énormément d'énergie pour faire cette contraction. En fait. Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu nos projets globalement et ce que je vais discuter avec vous. Si on prend une performance, par exemple la force d'un individu ou sa capacité respiratoire, et qu'on regarde un petit peu quelle est la performance, et qu'on compte le nombre de personnes qui arrivent à avoir cette performance-là, en général, ça suit ce qu'on appelle une loi normale, donc c'est une courbe de Gauss, où vous avez en fait la majorité des gens, donc le plus grand pourcentage de population, qui a une force ou une capacité respiratoire moyenne. Ça, c'est la moyenne. Vous avez certaines personnes où la capacité respiratoire, par exemple, est décrue, donc ils ont une plus faible capacité respiratoire, donc ils sont moins nombreux.
Et ensuite, vous avez aussi des gens qui sont peu nombreux, qui ont des capacités respiratoires, une force extraordinaire. Donc c'est comme ça qu'en fait se répartit beaucoup de paramètres physiologiques dans une population générale. Donc la majorité des gens sont au milieu, et on a quelques exceptions, soit avec une force très faible. Dans ce cas-là, quand la force devient vraiment très faible, on parle de maladies. C'est par exemple les myopathies, qui peuvent être associées donc, à une faiblesse musculaire et aussi à une déficience respiratoire. Mais il y a aussi des personnes qui ont une force exceptionnelle ou des capacités respiratoires exceptionnelles. Donc notamment, on peut les retrouver, pas seulement, mais on peut les retrouver chez certains sportifs de haut niveau, qui ont des capacités physiologiques exceptionnelles déjà, même sans entraînement. J'y reviendrai plus loin. Il peut y avoir des prédispositions du fait de ces capacités exceptionnelles. Et donc dans nos différents projets, nous on essaie de comprendre en fait quelles sont les bases génétiques qui fait que certaines personnes ont des faiblesses musculaires très fortes ou au contraire des capacités athlétiques très élevées. Alors je vais un petit peu séparer en deux. Je vais d'abord vous parler des maladies, les bases génétiques des maladies neuromusculaires, et après je vous parlerai un petit peu de ce qui est capacité athlétique. Alors j'ai des diapos, c'est un peu du cours. Je suis désolé, mais histoire qu'on soit à peu près au même niveau, tout le monde. Je rappelle juste en fait ce que c'est l'ADN. Donc vous savez que nos cellules sont composées, notre corps est composé de plein de cellules. Il y en a des milliers et des milliers. Et dans chacune de nos cellules, ou presque chacune de nos cellules, il y a quelques exceptions. L'ADN en fait, qui est notre matériel génétique, est dans ce qu'on appelle un noyau. Et il est sous forme de chromosomes, donc c'est ces petits X qu'on voit ici sur l'image. En fait, ce n'est rien d'autre que de l'ADN qui est compacté. Il est compacté en fait sous forme de double brin qui forme une hélice que vous avez sur votre droite. Donc ça, c'est l'image typique en hélice de l'ADN. Et je reviendrai plus tard sur la composition de l'ADN. Mais peut-être que vous savez déjà qu'en fait, il y a 4 lettres qui composent cet ADN. Et cet ADN, donc, il est le même dans toutes nos cellules. Pourtant, nos cellules, elles sont différentes. On a des neurones, on a des fibres musculaires. Donc, il y a aussi d'autres phénomènes qui s'appellent la transcription, qui permet seulement de fabriquer des protéines, par exemple, de neurones dans un neurone ou des protéines de muscle dans une fibre musculaire. Donc, on ne transcrit pas tout l'ADN, on choisit, enfin nos cellules choisissent par exemple 200 gènes qui vont fabriquer une fibre musculaire, et c'est cela qui va être transcrit en ARN messager et surtout ensuite traduit en protéines. Donc les protéines vont permettre de former les fibres musculaires. Je vous ai parlé de l'actine et de la myosine qui sont des protéines contractiles qui permettent aux muscles de se contracter. Concernant les maladies génétiques, en gros, il y a 2 cas de maladies génétiques. Il y a ce qu'on appelle les maladies monogéniques. Donc mono, c'est un seul gène, monogénique, un seul gène, ou une mutation, donc une différence dans un seul gène, qui se trouve par exemple ici sur le chromosome 2, va en fait causer la maladie. Donc ça, c'est une seule mutation qui a un effet très fort sur la maladie. Là, ici, je me permets d'ailleurs de rappeler, j'y reviendrai après, que nos chromosomes, on en a 23 paires. Donc les chromosomes sont en paires, c'est pour ça qu'ils sont arrangés ici par doublé. En fait, c'est assez pratique parce qu'on a, si vous voulez, on a 2 copies pour un même chromosome si jamais il arrive des problèmes sur un chromosome. Éventuellement, dans certains cas, le deuxième peut compenser. Donc les maladies homogéniques sont dues à des problèmes dans un seul gène et des maladies polygéniques qui sont dues à des effets plus faibles mais dans plusieurs gènes. Donc là, en fait, c'est un peu comme le loto. Pour être malade, il faut avoir tous les bons numéros ou tous les mauvais numéros. C'est-à-dire qu'il faut avoir en fait des mutations dans ces 4 gènes et vous serez malade. Si vous avez des mutations que dans 3 gènes, vous ne serez pas malade. Donc c'est ce qu'on appelle polygénique. Il faut avoir des mutations dans plusieurs gènes.
Et ça, ce mécanisme polygénique, c'est surtout appliqué dans les maladies qui sont assez fréquentes, maladies génétiques assez fréquentes. Et dans les maladies en fait plus rares, on trouve surtout des mécanismes monogéniques. Donc c'est ce que j'ai mis sur ce schéma. Donc si je reprends en fait par exemple la valeur de la force musculaire dans une population, en fait dans les personnes qui ont la force musculaire la plus faible, donc qui sont malades avec une myopathie, on trouve pas mal de cas de monogénisme, c'est-à-dire une seule mutation dans un gène va détruire le gène et va causer la maladie. Et souvent les maladies qui sont plus fréquentes, donc vous avez beaucoup plus de gens qui ont une certaine capacité, qui est un peu altérée, mais moins que les cas les plus graves. C'est souvent des maladies polygéniques, une combinaison de plusieurs mutations dans plusieurs gènes. Alors, nous, dans notre recherche, l'hypothèse en fait qu'on fait, c'est que de l'autre côté de la courbe, là où il y a les personnes qui ont des performances physiologiques supérieures à la normale, ça peut aussi être les mêmes mécanismes. Et notamment, on va rechercher dans des mutations monogéniques dans les cas d'athlètes hors normes, donc ceux qui sont vraiment juste ici. Les quelques cas en fait qui ont des capacités respiratoires, par exemple, hors normes. Je vous ai parlé qu'on avait donc, 2 copies de chaque chromosome. D'ailleurs, je pourrais revenir juste avant. Est-ce que j'ai... Voilà. Donc, on a bien ces 2 copies pour chaque chromosome, en fait, sauf pour la dernière paire, ça vous savez peut-être, de chromosomes sexuels. Donc, on a 23 paires, en fait. 22, c'est des copies identiques. La 23e paire, c'est soit une copie, enfin 2 copies identiques chez les femmes, donc c'est chromosome X, donc les femmes ont 2 chromosomes X, ou alors chez les garçons, en fait, c'est un chromosome X et un tout petit chromosome Y. Et donc ces copies, en fait, une copie est donnée par la mère et l'autre copie est donnée par le père. Ça, vous le savez peut-être. Et donc ça veut dire qu'en fait, concernant le sexe de l'enfant, c'est uniquement le père qui choisit le sexe de l'enfant. Puisque c'est la mère, en fait, elle a 2 chromosomes X, donc elle va donner un chromosome X. Par contre, le père, s'il donne son chromosome X, lui, il est X et Y. S'il donne son chromosome X, l'enfant aura 2 chromosomes X, ce sera une fille. S'il donne son chromosome Y, l'enfant sera XY et ce sera un garçon. Donc c'est effectivement le père qui choisit le sexe de l'enfant. Après, il ne choisit pas grand-chose d'autre, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, c'est le père qui choisit le sexe de l'enfant. Bon, c'est une blague, hein, mais, en tout cas, génétiquement, c'est comme ça que ça marche. Donc, pour comprendre un petit peu ce que je vais parler un peu plus tard, je voudrais juste faire un mot sur le mode de transmission des maladies génétiques, parce qu'on a 2 modes majeurs, un mode dominant et un mode récessif. Donc, on a chaque personne, donc, comme je vous l'ai dit, a des paires de chromosomes, donc là, j'en ai mis une. Donc on peut avoir des mutations, donc une altération de l'ADN dans un gène, soit sur un des chromosomes, soit sur les 2 chromosomes. Donc ici, c'est un cas en fait dominant où une altération en rouge sur un des 2 chromosomes suffit à causer la maladie, même si l'autre chromosome est normal, il y a une copie normale. Donc le chromosome qui est muté, en fait, il domine sur la copie normale. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des maladies dominantes. Et si le père, par exemple, il donne à ses enfants le chromosome normal, il n'y aura pas de maladie. Par contre, s'il donne le chromosome qui est muté ici, l'enfant sera atteint. Inversement, on a des maladies récessives où la personne qui a un chromosome muté ici et un chromosome normal n'est pas malade, puisque le chromosome normal va compenser. Pareil chez ces enfants. Par contre, si les 2 parents sont porteurs du chromosome muté et que tous les 2 donnent leur chromosome muté à l'enfant, l'enfant il va se retrouver avec 2 chromosomes qui chacun ont une mutation. Donc il n'a plus de copie normale et dans ce cas-là, il sera atteint et ça, c'est le cas des maladies récessives.
Voilà, alors là j'ai fini avec les cours. Et j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez quelle est la longueur de l'ADN? C'est grand ou c'est pas grand? C'est grand. Et vous avez une idée de la longueur? Alors il y a deux façons de l'exprimer. Déjà au niveau de la taille en elle-même. Alors on dit en fait que la taille en mètres de l'ADN dans chacune de nos cellules, c'est 2 mètres. Donc je vous ai montré sur une précédente diapositive que l'ADN était hyper compacté et enroulé. Mais si on le prend et on le déroule, donc c'est un fil qui est très 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 fin, mais qui arrive à faire quasiment 2 mètres de long. Et ça, on l'a dans chacune de nos cellules. Donc c'est pour ça que le fait de compacter l'ADN sous forme de chromosomes est important pour faire rentrer cet ADN dans chacune de nos cellules. Et sinon, en termes de lettres, donc l'ADN, en fait, c'est un peu un mode d'emploi qui est dans chacune de nos cellules pour faire notre corps en entier. Il y a 4 lettres uniquement, donc qu'on appelle A, C, G ou T. Et dans une molécule d'ADN, on a 3 milliards de lettres. Donc il y a une suite de 3 milliards de lettres pour arriver en fait à expliquer comment il faut faire un corps humain, qui sont répartis, comme je vous l'ai dit, en 23 paires de chromosomes. Donc ça, c'est un peu une vue à la Matrix, là, le film. Mais ça, c'est vraiment ce qu'on fait dans le laboratoire. Là, c'est des lectures d'ADN où vous voyez les lettres C, C, A, G, G, T. Donc il n'y a que 4 en fait, lettres qui composent l'alphabet de l'ADN. Et vous voyez par exemple à cette position, ici on a plusieurs molécules d'ADN en horizontale. Et à cette position, on a des changements, soit on a un A, soit on a un G, suivant les molécules d'ADN qu'on regarde. Donc c'est comme ça qu'on détecte en fait les mutations, par exemple, qui peuvent être à la cause de maladies génétiques. Donc on dit qu'on séquence l'ADN des individus avec une machine qui fait juste un cube en plastique, là, mais qui a un mécanisme assez complexe. On arrive en fait à lire maintenant la suite des 3 milliards de lettres qu'il y a sur un ADN humain. Alors ça, c'est important en fait de déterminer quelle est la mutation qui cause la maladie génétique pour plein de choses. Déjà pour les patients, ça permet de mettre un nom sur leur maladie génétique. Ça permet aussi de mettre fin à l'errance ou l'impasse diagnostique et de préciser le diagnostic d'une maladie. Dans beaucoup de cas, ça permet une meilleure prise en charge de la maladie, une fois qu'on est sûr, il s'agit de cette maladie-là. Ça permet éventuellement d'avoir accès à des potentielles thérapies si elles existent. Alors pour les maladies génétiques, il y a des cas où ça existe, mais c'est encore très rare. Mais il y a quelques thérapies qui marchent bien pour les maladies génétiques. On peut aussi faire un conseil génétique dans la famille, une fois qu'on connaît la mutation. Par exemple, pour les maladies sévères, comme celles sur lesquelles je travaille, donc des myopathies congénitales qui touchent les enfants, avec un pronostic vital engagé. On peut faire du diagnostic prénatal. Donc on peut regarder en fait si le fœtus a la mutation sur son ADN ou pas. Donc on peut prédire en fait si le fœtus sera affecté à la naissance ou pas. On peut même faire du diagnostic préimplantatoire. Donc ça veut dire en fait que après une fécondation in vitro, on va pouvoir sélectionner en fait les œufs à réimplanter pour ne réimplanter que les œufs qui n'ont pas la mutation. Donc ça évite de faire du diagnostic prénatal. Et même dans certains cas, alors ça c'est des cas vraiment particuliers, on peut faire du diagnostic qu'on appelle préconception. Donc il y a des cas très particuliers de maladies en fait, qui sont très fréquentes dans certaines populations. Il y a des cas par exemple chez les juifs ashkénazes pour la maladie de Tay-Sachs, qui est une maladie très sévère. Et c'est une maladie qui est très présente dans une certaine population. Donc il y a beaucoup de porteurs sains, c'est une maladie récessive, donc ça veut dire qu'en fait les parents peuvent avoir un chromosome muté, un chromosome normal, ils ne sont pas atteints, mais il y a un risque de donner de la mère et du père les 2 chromosomes mutés et d'avoir un enfant qui est affecté. C'est quand même un risque sur 4, un enfant sur 4 au niveau de probabilité. Et donc pour des maladies vraiment très particulières et des populations très particulières, on peut faire du diagnostic préconception, c'est-à-dire en fait déterminer si les parents sont porteurs de la mutation.
Alors s'ils sont porteurs de la mutation, on ne leur dit pas ne vous mariez pas entre eux, hein. Mais par contre, ils savent qu'il vaut mieux faire un diagnostic prénatal s'ils souhaitent savoir si leur enfant va développer la maladie. Et enfin, la connaissance de la mutation, c'est aussi important pour l'inclusion dans les essais cliniques, puisqu'en général, ne sont inclus dans les essais cliniques que les patients qui ont été diagnostiqués, où on est sûr, voilà, c'est cette maladie-là, c'est celle-là qu'on va essayer de guérir dans un essai clinique. Là, je vous montre donc des patients en fait, avec lesquels on a travaillé, donc des myopathies congénitales, donc elles sont associées à des faiblesses musculaires, aussi des atrophies musculaires, donc c'est une fonte des muscles, et dans les cas les plus graves, c'est associé aussi à une détresse respiratoire, donc vous avez des patients qui sont sous respirateur aussi, donc c'est vraiment des maladies très sévères, hein. Comme j'ai dit, le diagnostic vital est très engagé. Et donc, au fur et à mesure des recherches, on a identifié plusieurs mutations dans des gènes qui sont ici, MTM1, BIN1 et DNM2, qui causent ces maladies génétiques. Alors, on a aussi travaillé avec d'autres patients, entre guillemets, puisqu'on a aussi collaboré avec des vétérinaires. Donc, en fait, les vétérinaires, ils sont parfois contactés par des élevages, donc ici des élevages de chiens qui étaient aux États-Unis, au Canada ou en Australie, parce que les animaux aussi développent des maladies génétiques spontanées, en fait. Et il y avait spontanément des chiens dans les élevages qui développaient des myopathies qui ressemblaient étrangement aux myopathies qu'on étudiait. Donc on a aussi étudié l'ADN de ces chiens. Il y a différentes races de chiens qui ont des myopathies, donc là c'est assez flagrant la façon dont le chien se tient. Là aussi en fait c'est pas très normal, il y a une atrophie musculaire ici aussi et là. Et on a aussi étudié, donc fait le diagnostic génétique d'une certaine façon, et on s'est aperçu en fait qu'on est retombé sur les mêmes gènes que ce qu'on trouvait chez l'homme, donc MTM1, BIN1 et DNM2. Donc c'est un exemple que tous les êtres vivants en fait ils peuvent développer des maladies génétiques spontanées, et ça nous apprend aussi quels gènes pourraient être mutés chez l'homme aussi. Ensuite, pour étudier les maladies génétiques, on va utiliser plusieurs modèles dans les laboratoires. Donc il y a des modèles in vitro. Alors in vitro, c'est pas très visuel, hein, c'est juste ce qui se passe dans des tubes. Donc on mélange des choses dans des tubes. Là, je vais montrer une photo colorée, mais bon, c'est vraiment le truc le plus fun qu'on a. En fait, on utilise des molécules pour voir un petit peu quel est l'impact, par exemple, d'une mutation sur une protéine. On regarde est-ce que cette molécule, elle marche, donc avec des microscopes, etc. On a aussi des modèles cellulaires ici. Donc, par exemple, ici, ce sont des fibres musculaires. Il y a 2 fibres musculaires ici qui se contractent. Donc, on arrive à faire contracter des fibres musculaires dans des boîtes de pétri. On a aussi des systèmes d'imagerie qui sont assez poussés. Donc, par exemple, ici, à gauche, vous avez des fibres musculaires. Il y en a 5 ou 6 ici. Et on peut suivre la contraction. Donc, je les ai mis avec des petits points pour qu'on voit quand les fibres bougent. Donc, cette fibre, elle se contracte beaucoup plus que les autres à côté. Donc, ça, on arrive à le voir aussi in vivo, ce type d'image. Et on peut aussi, in vivo, reconstruire un muscle. Alors un muscle, en fait, en rouge, vous avez les vaisseaux sanguins, parce que dans le muscle, il n'y a pas que des fibres musculaires, il y a plein de cellules. En vert, vous avez des jonctions neuromusculaires, donc c'est le bout des axones des nerfs. Et en bleu, vous avez les fibres musculaires qui sont striées. On voit en fait toutes les stries, en fait, c'est les sarcomères, les unités contractiles que je vous ai montrées sur une des premières diapositives. Donc tout ça, on arrive à le reconstituer en 3D. Et ça vous montre qu'en fait, un muscle, c'est beaucoup plus que juste une cellule musculaire. Ça a besoin donc de vaisseaux sanguins pour apporter l'énergie, de nerfs pour se contracter, d'adipocytes, de fibroblastes pour tout maintenir, etc.
Donc c'est pour ça qu'un un muscle mature, c'est encore impossible à reconstituer in vitro. Donc on utilise dans ce cas-là des modèles in vivo. Et comment guérir ces maladies génétiques? En utilisant la génétique. Donc par exemple, quand on a des patients qui sont atteints de maladies génétiques et la maladie est due à une mutation dans un gène, donc qui inactive le gène code pour une protéine, comme je vous ai montré, donc la protéine n'est plus là. Une chose à laquelle on peut penser, c'est remplacer en fait ce gène. Le gène ne marche plus, donc on va le remplacer. Donc c'est ce qu'on appelle la thérapie génique. Alors il y a plusieurs façons de faire, il y a deux grandes voies. En fait, soit on prélève des cellules de patients qu'on guérit en fait ex vivo, donc dans des boîtes de pétri. On remet le gène, donc le gène est déficient dans les cellules de malades, et en fait on met un gène normal, un gène fonctionnel, disons, dans les cellules du patient, et ensuite on réinjecte les cellules. Donc ça marche pas trop mal pour les petits organes, où on peut réinjecter des cellules qui vont ensuite coloniser l'organe et faire qu'il va être fonctionnel. Par contre, pour le muscle, comme je vous ai dit, c'est quasiment la moitié du poids du corps, donc ça serait difficile de réinjecter tous les 600 muscles d'un patient pour le guérir. Donc dans ce cas-là, on utilise ce qu'on appelle la thérapie génique in vivo, où on va directement injecter le gène, médicament. Mais il y a quand même un problème majeur, c'est qu'il faut que ce gène il aille dans chacune des cellules musculaires. Alors pour ça, nous on utilise un vecteur. Donc un vecteur, en fait, c'est quelque chose qui sait très bien rentrer dans les cellules pour faire rentrer l'ADN. Et il y a une chose qui sait très bien faire rentrer son ADN dans les cellules, c'est les virus, qui en fait ont une genre d'enveloppe ici. Et à l'intérieur, ils ont leur ADN. Et quand ils nous contaminent, ils vont aller dans toutes nos cellules, ils vont rentrer dans les cellules, faire rentrer leur ADN, et c'est comme ça qu'ils vont se multiplier. Donc ce que les chercheurs essaient de faire, c'est en fait d'enlever l'ADN du virus, de garder quand même l'enveloppe du virus, qui va permettre l'entrée dans les cellules, et à la place de mettre un gène médicament, un gène fonctionnel. Donc c'est comme ça, en fait, dans notre laboratoire et ailleurs, qu'on fait rentrer la thérapie génique dans des in vivo, quoi. Et là, vous avez une photo en microscope électronique de 2 virus. Alors, là, je vous avais montré des chiens qui avaient une myopathie spontanée. Donc, il y a un groupe aux États-Unis qui a décidé d'essayer de guérir ces chiens par thérapie génique en utilisant ce qu'on appelle des AAV-MTM1. AAV, c'est pour virus. Et MTM1, c'est le nom du gène qui est déficient chez ces chiens. Donc, ces chiens, comme je vous ai dit, ils ont une myopathie. Donc, ici, un chien affecté et un autre qui n'est pas affecté. Donc, vous voyez bien la différence. Le chien affecté, il a vraiment une myopathie sévère. Hein. Et vous allez voir, après, donc ça c'est son frère en fait qui était affecté et qui a été injecté par la thérapie génique. Vous voyez, je pense vraiment la différence entre celui qui est affecté et celui qui est traité. Et là, il y a des vidéos plusieurs mois après le traitement, où le traitement garde son efficacité en fait au fur et à mesure de la croissance des chiens. Donc ça, c'était très prometteur, et puis ça donnait aussi de bons espoirs. Pourquoi? Parce que ces chiens-là, ils ont à peu près le poids d'un enfant qui est atteint. Donc ça permettait de montrer qu'en fait, avec une seule injection de ces virus qui transportent le gène fonctionnel, on pouvait guérir tous les muscles qui, encore une fois, représentent la moitié du poids du corps. Donc, on pouvait toucher tous les muscles et les guérir. Donc, en plus de guérir les chiens, il y a eu un essai clinique qui a été démarré basé là-dessus, chez l'homme, pour essayer de tester si ça marchait. Donc, en fait, il y a eu des choses positives et négatives sur cet essai clinique. On a vu que ce virus qui transporte le gène médicament, il améliorait les fonctions motrices et respiratoires des patients. Par contre, il causait des effets secondaires qui n'avaient pas été vus chez les chiens quand ils avaient été traités.
Donc ça, c'est pour vous montrer un exemple, des effets secondaires assez forts. Hein. Donc l'essai clinique a été arrêté. Et donc c'est des essais cliniques qui sont organisés par une boîte américo-japonaise, puisque les essais cliniques coûtent très très cher. Hein. Ça coûte des millions et des millions à organiser. Donc ça, c'est plus dans le cadre de laboratoires de recherche. Donc là, ils sont en train d'essayer de comprendre pourquoi, chez l'homme, en fait, la thérapie a causé des effets secondaires qui n'avaient pas été vus avant de pouvoir relancer des essais thérapeutiques. Je vais passer au deuxième volet, je dirais, qui est un peu plus sportif de la présentation, concernant les bases génétiques des performances athlétiques. Donc on est intéressé par ça, comme il a été dit dans l'introduction, parce que ça peut nous suggérer de potentielles thérapies. Alors déjà, est-ce qu'il y a des bases génétiques aux performances athlétiques exceptionnelles? Alors je vais citer un exemple qui est vraiment frappant. Si vous avez regardé des matchs de basketball de haut niveau, la NBA par exemple, vous avez quand même dû remarquer qu'ils sont quand même très grands, la plupart des joueurs. Alors il y a des exceptions hein, qui sont connues, mais lui il joue probablement meneur de jeu, mais certainement pas ailier. Mais en majorité, les joueurs de basket, ils sont hyper grands. Là, c'est un des joueurs les plus grands qui fait plus de 2,30 m. J'ai mis cette photo parce qu'en fait, s'il lève le bras, il touche le panier sans décoller les pieds. Donc c'est sûr que c'est plus facile pour marquer. Et ici, vous avez donc un Français dont on parle beaucoup actuellement, qui a été drafté numéro 1 à la NBA récemment. Donc il s'appelle Victor Wembanyama. Il fait 2,24 m, donc il n'est pas petit. Hein. Et son père, en fait, il fait 2,01 m et sa mère, elle fait 1,91 m, ce qui est aussi très grand. Et ça, alors pour le coup, c'est même pas la peine d'être scientifique, mais il y a des tas d'analyses scientifiques qui ont été faites. Mais si vous regardez autour de vous, la taille, c'est génétique. À 80-90%, c'est génétique. Donc si vos deux parents font 1,60 m, vous avez très peu de chances de faire 2,24 m. Ça, c'est sûr. Donc, la taille, c'est principalement génétique. D'être de grande taille, ça donne des prédispositions à faire du basket. Donc ça, c'est une des preuves comme quoi il y a des prédispositions génétiques aux performances athlétiques. Alors si c'est vrai, dans ce cas-là, on devrait voir des cas familiaux. C'est-à-dire dans la famille, des gens qui ont des prédispositions génétiques, on devrait en trouver plusieurs dans une famille. Alors je vais citer deux exemples. Il y a l'exemple du cyclisme. Donc vous avez donc en maillot arc-en-ciel, vous avez Mathieu Van Der Poel, qui est un des cyclistes dont on entend parler le plus en ce moment, puisqu'il est multi-champion du monde de cyclocross. Il brille aussi en VTT. Il a été champion du monde de cyclisme sur route. Je crois qu'il a même gagné Paris-Roubaix à la dernière édition. Donc c'est vraiment un des cyclistes qui est vraiment au top. Il se trouve que son père était champion du monde de cyclocross aussi. Et son grand-père, ce n'est rien d'autre que Raymond Poulidor. Donc là, c'est un exemple en fait de prédisposition génétique. On peut le penser, en tout cas de cas familiaux, où dans la famille, sur 3 générations, il y avait des cyclistes qui étaient vraiment au top du top. Un autre exemple aussi qui est assez connu, c'est les frères Simon et Martin Fourcade, qui font du biathlon. Donc tous les deux, en fait, ils sont champions du monde. Alors Martin, il est un peu plus connu parce qu'il est quintuple champion olympique de biathlon, mais son frère aussi était un des meilleurs juste avant lui. Donc il y a effectivement beaucoup d'exemples dans le sport de haut niveau de cas familiaux, entre guillemets. Alors je ne dis pas que si vous avez un grand-parent qui était champion olympique, vous le serez forcément, hein, parce qu'il n'y a pas que les prédispositions, il faut aussi tout un tas de contextes pour arriver au top niveau. Mais tout ça, ça suggère qu'il y a quand même des prédispositions génétiques. Alors maintenant, je vais m'intéresser un peu à ce qui est la course à pied. Et là, vous avez une photo, donc, alors ce n'est pas forcément des marathoniens, mais disons, on va parler des marathoniens en général, ou des gens qui font du 5000 ou du 10 000, dans des courses d'endurance. Et sur cette photo, est-ce qu'il y a quelque chose que vous remarquez ? Alors on me dit c'est presque que des noirs. Bon, il y a un petit blanc là derrière.
Effectivement, en fait, ça, vous avez certainement remarqué, la majorité des marathoniens de très haut niveau, ils sont d'origine africaine. Et si on regarde à l'inverse, on se dit, bon ok, alors on va regarder quelque chose de très différent, on va regarder au contraire les sprinters, donc l'autre côté du spectre, je dirais. Et c'est la même question et un peu la même réponse, en fait. On s'aperçoit que la plupart des sprinters de très haut niveau, vous avez Bolt à droite par exemple, ils sont aussi d'origine africaine. Alors, ils ne sont pas forcément nés en Afrique, mais disons, ils ont une origine ethnique africaine. Et pourtant, ils font quand même des sports, enfin, c'est de la course à pied, mais c'est quand même des efforts très différents entre sprinter un 100 mètres et courir un marathon pendant plus de 2 heures. Alors maintenant, j'ai une autre question. On va jouer au jeu des différences. Moi, j'aimerais bien que vous trouviez entre les sprinters et les marathoniens 2 différences. Alors déjà, on me dit que les sprinters ils sont plus musclés que les marathoniens, effectivement. Les sprinters, ils ont des muscles plus gros. Les marathoniens, ils ont des muscles plus fins. Et ça, j'y reviendrai dans 2 diapositives. Et est-ce que vous voyez une autre différence? Alors moi, je vous aide, c'est un peu plus tricky. En fait, ce n'est pas les athlètes qu'il faut regarder, c'est plutôt leur maillot. Alors non, ce n'est pas les rayures. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Jamaïque, États-Unis, voici, vous savez, Jamaïque, États-Unis, Jamaïque. Donc, toujours un peu les mêmes pays. Et par contre, les marathoniens, vous avez quoi? Donc, vous avez Ouganda, Éthiopie, Ouganda, Kenya, Éthiopie. Donc, l'Ouganda, Kenya, Éthiopie et l'Érythrée, c'est là en fait où on a les marathoniens top niveau. C'est 4 pays en fait qui sont voisins. Alors, j'ai montré des hommes, donc juste pour être pas sexiste, c'est exactement la même chose chez les filles, hein. Les sprinteuses ou les coureurs de fond. Là, vous avez par exemple Kenya, Éthiopie, Kenya. Alors, Sifan Hassan, en fait, le maillot des Pays-Bas, mais elle est éthiopienne d'origine, hein. Donc, voilà. Donc, on s'aperçoit qu'en fait, suivant leur spécialité, ils sont de la même origine ethnique. Et pourquoi ils sont de la même origine ethnique? Alors, Éthiopie, Kenya, ça, vous savez, en fait, c'est l'Afrique de l'Est, hein. Les sprinters, vous avez une idée, plus parce qu'on voit des Jamaïcains, des Américains? Ils sont d'Afrique de l'Ouest. En fait, ce sont des descendants des esclaves. Donc, ils sont tous d'origine africaine. Et les esclaves, pour aller, alors là, je parle pour aller en Amérique, hein, du nord ou du sud, ils étaient pris au plus près, entre guillemets, donc ils étaient pris en Afrique de l'Ouest. Et ils étaient amenés ensuite dans les différents pays. Et on les retrouve, donc les sprinters dont j'ai cité, c'est en Jamaïque ou Amérique du Nord, par exemple. Donc ce qu'on a, c'est qu'on a une prédominance des athlètes d'origine africaine sur toutes les courses à pied, marathon ou sprint. Mais par contre, on a une différence. Les sprinters viennent d'Afrique de l'Ouest et les marathoniens viennent d'Afrique de l'Est. Et ça suggère vraiment qu'il y a des prédispositions génétiques puisqu'ils viennent de la même origine ethnique. Et que les prédispositions génétiques sont différentes entre les sprinters et les marathoniens. Alors ça, on parle un peu de moléculaire ici. Comment est-ce que le muscle fonctionne? En fait, pour produire... le muscle, donc, pour sprinter ou courir pendant 2 heures, il a besoin d'énergie. Donc, il y a 3 sources d'énergie dans un muscle. Une première source, c'est ce qu'on appelle la créatine phosphate. Donc, c'est pour ça qu'il y a certains athlètes qui prennent de la créatine. La créatine phosphate, en fait, c'est cette molécule, peu importe. C'est une énergie qui est utilisée très rapidement. Donc on a un petit stock déjà, qui est déjà là. Donc ça c'est bien, parce que le stock est déjà présent, donc on peut l'utiliser tout de suite. Mais par contre, on le brûle à moins de 10 secondes.
Donc vous voyez ici le temps. Après 1 minute d'effort, on n'a vraiment plus rien du tout, quoi. On le brûle dans les premières 10 secondes d'effort. Ensuite, on a une deuxième source d'énergie. Là, il faut transformer en énergie. L'énergie, je ne l'ai pas dit, mais je pense que vous savez que c'est l'ATP. Donc, la deuxième source d'énergie, en fait, c'est ce qu'on appelle le glycogène, la glycolyse, pardon. Donc, le glycogène, en fait, c'est du sucre. Ce n'est rien d'autre que des molécules de glucose qui sont mis bout à bout. Donc, ils forment le glycogène et ça, c'est stocké dans le foie ou dans le muscle. Et donc, dans des efforts relativement courts, il y a cette glycolyse qui est activée, qui va prendre soit le glucose qu'il y a dans le sang, soit le glycogène, par exemple, qu'il y a dans le muscle, pour le retransformer en glucose, et ensuite produire de l'ATP. Donc ça se passe par un métabolisme qui s'appelle glycolytique. Glycolytique, on lyse le glucose. Et ça se passe seulement dans certains types de fibres musculaires, parce qu'on a plusieurs types de fibres musculaires. Ça se passe surtout dans ce qu'on appelle les fibres rapides, et j'aurai des diapos après pour vous expliquer ce que c'est. Et ensuite, on a une troisième source d'énergie, qui sont les lipides. Donc les lipides, en fait, c'est une énergie qui est beaucoup plus longue à mobiliser. Donc c'est pour ça qu'elle est surtout utilisée dans les efforts assez longs. Là, on est quasiment à plus de 10 minutes, même 20 minutes d'effort. Donc ce n'est pas l'énergie que les sprinteurs vont utiliser. Les sprinteurs, ils vont utiliser surtout créatine, phosphate et glycogène. Mais donc les lipides, ils peuvent être utilisés par les muscles. Ils sont utilisés par un type de fibre qui s'appelle les fibres oxydatives, parce que c'est un métabolisme qui s'appelle oxydatif, c'est les fibres lentes, dont je reviendrai juste après. Pour utiliser les lipides et certains dérivés des glucoses, il faut en fait utiliser les mitochondries. Donc je vous ai montré ces usines à énergie qu'on a dans chacune de nos cellules, et pour ça il faut aussi avoir de l'oxygène. Donc c'est-à-dire on les utilise surtout quand on fait des efforts en aérobie, donc où on a un apport d'oxygène, contrairement aux efforts en anaérobie où il n'y a pas d'apport d'oxygène. Alors vous avez un exemple ici de ces deux types de fibres. Donc vous avez des fibres lentes qui font l'oxydation des lipides dans les mitochondries, et elles ont plus de mitochondries, que vous voyez ici, c'est tous ces petits sacs avec les rainures là. Et on a aussi dans nos muscles des fibres rapides qui font surtout de la glycolyse, qui ont moins de mitochondries parce qu'elles en ont moins besoin, mais qui permettent d'avoir une énergie de façon plus rapide. Vous avez une autre photo ici. C'est un peu plus complexe que fibres lentes et fibres rapides. En fait, on a aussi des fibres qu'on appelle mixtes, qui est un mélange un peu entre les deux. Donc on a des fibres lentes, qui s'appellent aussi de type 1. On a des fibres mixtes et des fibres rapides. Ici, vous les avez colorées, notamment on a coloré en noir les fibres lentes. Alors, les fibres lentes, ce sont des fibres, comme je l'ai dit, qui utilisent un métabolisme qui met du temps à se mettre en place. Donc c'est des fibres qui sont surtout utilisées chez les marathoniens, puisqu'ils ne courent pas pendant longtemps, ils ont besoin de beaucoup d'énergie. Donc ils utilisent ce type de métabolisme. Une façon de se rappeler, en fait, ces fibres elles sont un peu plus petites que les fibres rapides. Donc si vous voulez, pour vous rappeler, c'est vrai que les marathoniens, ils ont des muscles qui sont plus fins, et les fibres de type lent qu'ils utilisent, en fait, sont un peu plus petites, comparées aux sprinteurs qui ont des muscles plus gros et qui utilisent surtout les fibres rapides, qui sont un petit peu plus grosses. Bon, ça dépend aussi de l'entraînement, la taille des muscles, mais c'est un moyen mémotechnique. Et donc, ces types de fibres, pour résumer, on a des fibres lentes. Donc, les fibres lentes qui sont plutôt utilisées par les marathoniens, en fait, elles s'appellent lentes parce qu'elles se contractent lentement, plutôt lentement. Elles produisent une force qui est moyenne. Par contre, elles sont très résistantes à la fatigue. Et elles peuvent se contracter pendant longtemps, puisqu'elles utilisent un métabolisme
qui apporte pas mal d'énergie et qui est efficace pendant longtemps. Donc c'est ce qu'on appelle le métabolisme oxydatif. Et au contraire, les sprinters, ils ont des fibres qu'on appelle rapides. Pourquoi? Parce que les fibres se contractent plus vite. Donc ça, c'est effectivement utile pour les sprinters. La force produite est plus élevée. Donc c'est pour ça que, en fait, on appelle ces fibres rapides, elles permettent de faire des sports de puissance. Donc c'est pour les sprinters, mais c'est aussi pour les haltérophiles, hein, qui doivent soulever des très gros poids en quelques secondes. Mais un désavantage, c'est qu'elles sont très fatigables. Donc une fois qu'elles se seront contractées pendant 10, 20, 30 secondes, après le muscle il fatigue, quoi. Et là, donc, elles sont surtout basées sur l'utilisation du glucose et du glycogène. Alors, je vous parle de tout ça, parce que maintenant, je vais vous parler d'une protéine qui fait la différence entre les fibres lentes et les fibres rapides. Pour vous donner un exemple et pour revenir un petit peu à nos différences entre les sprinters et les marathoniens. Donc, il s'agit d'une protéine qui s'appelle l'alpha-actinine 3 ou ACTN3. Dans cette alpha-actinine 3, en fait, elle est localisée, c'est un peu, si vous voulez, les traits qui sont en noir ici. En fait, elle fait le bord des sarcomères dans des unités contractines qui sont ici. Alors, il se trouve que cette alpha-actinine 3, elle est présente uniquement dans les fibres rapides. Et elle est importante, en fait, pour avoir des fibres rapides qui sont très fonctionnelles. Donc, il y a une association entre la présence d'alpha-actinine 3 et des fibres rapides qu'on retrouve surtout chez les sprinters, qui sont très fonctionnelles et qui peuvent bien contracter. Si on regarde en fait dans la population générale, donc nous tous, hein, on s'aperçoit qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas d'alpha-actinine 3. Donc ils n'ont pas de cette protéine-là parce qu'il y a une mutation dans cette protéine dont le nom est marqué ici, R1X. R1X, ça veut juste dire qu'en fait, R, c'est la protéine est présente parce qu'il y a un acide aminé qui est présent. X, ça veut dire que la protéine est absente, elle est altérée du fait de la mutation. Donc, on a des personnes en fait qui ont l'alpha-actinine 3, qui est importante pour les fibres rapides, mais on a aussi des personnes qui n'ont pas d'alpha-actinine 3 dans leurs muscles. Et pour aller un peu plus loin, quand on regarde en pourcentage de la population générale, alors je fais appel à votre mémoire. C'est une ségrégation génétique de type récessif. Donc en fait, on a 2 chromosomes qui codent pour cette alpha-actinine 3. Donc soit les 2 chromosomes sont normaux, donc c'est ce qu'on appelle le génotype RR, et là on le retrouve dans 25% de la population environ. Soit il y a un chromosome qui est altéré et l'autre est normal, 55% de la population, mais on trouve 20% de la population, donc un cinquième des personnes, qui en fait ont des mutations sur les 2 chromosomes et donc qui n'ont pas d'alpha-actinine 3. Donc ils ont 0% d'alpha-actinine 3. 20%, c'est une personne sur 5, hein, donc si vous êtes à peu près une centaine, ça veut dire que dans cette pièce, il y a 20% d'entre vous qui n'avaient pas d'alpha-actinine 3. Ceux qui ont donc les 2 chromosomes normaux, ils ont 100% d'alpha-actinine 3, et ceux qui sont, on appelle hétérozygotes, RX, ils ont encore de l'alpha-actinine 3 un petit peu moins. Alors maintenant, si on regarde les marathoniens et les sprinters, si on se focalise sur les sprinters, en fait, ce qu'on s'aperçoit, il y a des études qui ont été faites, qui ont analysé tous les sprinters de niveau mondial ou olympique, et ils n'ont trouvé aucun sprinter qui n'avait pas d'alpha-actinine 3. Ça n'existe pas au niveau des sprinters qui n'ont pas d'alpha-actinine 3. Et je vous ai dit que l'alpha-actinine 3 était importante pour le fonctionnement des fibres rapides qui permettent une contraction rapide et forte. C'est surtout ces fibres-là que les sprinters utilisent. Et on s'aperçoit donc que les sprinters de top niveau, ils ont tous de l'alpha-actinine 3 en fait. Alors que dans la population générale, une personne sur 5 n'en a pas. Donc ça, c'est un des exemples les plus connus sur les prédispositions génétiques à la performance athlétique. En gros, ça conclut que si vous voulez être sprinter de très très haut niveau, hein, champion olympique ou mondiaux,
il vaut mieux avoir de l'alpha-actinine 3. Sinon, ça sera plus dur. Là, dans ce cas-là, en fait, on n'en trouve pas qui n'ont pas d'alpha-actinine 3 et qui étaient champions du monde olympique. Ça, c'est la même chose en diagramme. Vous avez les 3 possibilités. Donc, dans la population contrôle, en fait, vous avez les 3 possibilités. Par contre, chez les sprinters, on ne trouve jamais que les 2 chromosomes sont mutés, donc perte d'alpha-actinine 3. Je vais vous citer maintenant un autre exemple. Donc là, on avait parlé d'une mutation qui est retrouvée dans la population générale. Maintenant, je vais vous citer un exemple d'une mutation qui n'est pas vraiment retrouvée dans la population générale, seulement dans quelques cas très très particuliers. Donc c'est une mutation qui est très rare, avec un effet très fort, et c'est le cas de le dire. C'est au propre comme au figuré, entre guillemets. Donc c'est ce qu'on appelle le déficit en myostatine. La myostatine, en fait, c'est une protéine qui se trouve à la surface de nos cellules musculaires et dont le rôle est de limiter la croissance des fibres musculaires. Alors vous allez me dire, tiens, c'est un peu bizarre, ça sert à quoi? Parce qu'en fait, chez l'humain, en fait, on a la quantité de muscles, du fait de l'évolution, qui est bien proportionnée par rapport à l'environnement et à ce que l'on doit faire dans notre environnement. Donc si on avait des muscles qui étaient 2 fois plus gros, en fait, ça serait assez détrimental. Pourquoi? Parce que d'abord, ça rajouterait beaucoup de masse, et puis ça coûte beaucoup d'énergie aussi d'avoir des muscles. Donc il y a une protéine en fait qui régule, qui empêche d'avoir des muscles hypertrophiés. Donc c'est ce qu'on appelle la myostatine. Alors, il a été trouvé, dans des très rares cas, des mutations qui mènent à une absence de myostatine. Et comme la myostatine, ça empêche aux muscles d'être trop gros, quand il y a une absence de myostatine, en fait, ça cause une hypertrophie musculaire. Et ça a été trouvé chez les animaux et aussi chez l'homme. Donc vous avez des exemples ici. Ici, c'est un exemple qui est assez connu. Donc ces bœufs en fait qui sont hyper musclés. En plus, souvent la mutation, ça cause un peu une fonte de la graisse. Donc on voit vraiment, on dirait que c'est un bodybuilder, puisqu'on voit vraiment les muscles ici saillants. Ici, vous avez un exemple de lévrier où la mutation a aussi été trouvée. Donc à gauche, vous avez un lévrier normal, qui est normal. Il n'y a pas de normalité ou pas, mais disons il n'est pas muté. Et à droite, vous en avez un qui n'a plus de myostatine, donc il a la mutation myostatine. Donc là, vous voyez vraiment la différence. Et ça a aussi été trouvé en fait chez l'homme, donc il y a de rares cas. Donc ici, vous avez c'est un nouveau-né, où vous avez en fait une hypertrophie musculaire. Ici, à 7 mois, ça se voit assez bien, c'est pas de la graisse. Là, vous voyez par exemple sur le quadriceps, c'est vraiment que du muscle en fait. C'est comme s'il avait fait des squats depuis qu'il est né, et il a seulement 7 mois. Donc il y a vraiment une hypertrophie musculaire. Alors je ne sais pas si Arnold Schwarzenegger que j'ai montré, il avait cette mutation ou pas, ça on l'a pas séquencé. Ouais. Alors ça, en fait, ça a intéressé les chercheurs. Pourquoi? Parce que, je vous remontre encore une fois, par exemple, si ça c'est la masse musculaire, on a des gens qui peuvent avoir une masse musculaire importante. Nous, la majorité de la population, on a une masse musculaire moyenne. Et puis, on a des patients atteints de myopathie qui ont une atrophie musculaire. Et donc, maintenant, on sait qu'en inhibant la myostatine, on peut causer une hypertrophie musculaire. Donc l'idée, c'était de voir est-ce qu'en inhibant la myostatine dans des patients qui avaient une atrophie musculaire, est-ce qu'on peut arriver à faire grossir leurs muscles et voir en fait si cette hypertrophie musculaire va permettre d'augmenter la force des patients. Donc c'est pour ça, en fait, ça a été pensé par les résultats sur les animaux et le patient que je vous ai montré juste avant qui avait une hypertrophie musculaire. Alors malheureusement, c'était une bonne idée. Malheureusement, ça ne marche pas trop bien. Je pourrais rentrer dans les détails si vous voulez, mais en gros, en fait, on s'est aperçu que ça causait une hypertrophie musculaire, mais pas forcément une augmentation de la force. Donc les muscles, ils sont plus gros, mais en fait, ils sont pas plus forts, voire même un peu plus faibles. Donc du coup, ça n'a pas eu l'effet escompté au niveau thérapeutique, mais il y a quelques raisons moléculaires à ça aussi. Ouais. Mais c'est un exemple
comme quoi d'étudier l'hypertrophie musculaire, ça peut donner des idées, des pistes thérapeutiques qui peuvent être testées ensuite chez les patients. Et je finirai un dernier exemple d'une mutation rare à effet fort. Probablement vous ne connaissez pas qui est Eero Mantiranta. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissaient. C'était un Finlandais en fait qui était un skieur de fond. C'était un très très bon skieur de fond, c'est un des meilleurs skieurs de fond finlandais, puisqu'il a été 7 fois médaillé au JO, c'est pas rien, dont 3 fois champion olympique, donc vraiment le top du top. Donc moi je vous pose une question en fait, donc le ski de fond c'est un sport d'endurance, donc si vous vouliez être champion olympique de ski de fond, de sport d'endurance, et que vous n'êtes pas très regardant, vous êtes prêt à vous doper, comment est-ce que vous vous doperiez ? Vous avez une idée ? Est-ce que vous avez entendu parler de dopage ou d'un dopage dont on entend beaucoup parler ? Une molécule en particulier ? Alors, vous avez peut-être entendu parler d'EPO ? Voilà. Donc l'EPO, en fait, c'est l'érythropoïétine. Ça permet en fait de faire plus de globules rouges. Les globules rouges, c'est ce qui transporte l'oxygène dans le sang. Donc c'est sûr que pour les sports d'endurance, c'est intéressant de transporter un peu plus d'oxygène dans le sang. C'est pour ça qu'à certaines époques, il y a eu des scandales de dopage, notamment chez les cyclistes. Par exemple, Richard Virenque a pris de l'EPO dans les années 90. Donc l'EPO, c'est quelque chose dont on a entendu parler. Et en ce qui concerne dans ce skieur de fond, Eero Mantiranta, il y a des scientifiques qui ont regardé son ADN. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il avait une mutation dans le récepteur de l'EPO, donc qui veut dire érythropoïétine. Et ça voulait dire qu'en fait, il était hypersensible à l'EPO. Il réagissait beaucoup plus à l'EPO qu'une personne normale. Donc il ne produisait pas plus d'EPO, mais il réagissait beaucoup mieux. Donc il produisait plus de globules rouges et d'hémoglobine. Donc potentiellement, il transportait mieux l'oxygène. Et pour un skieur de fond, potentiellement, ça l'a certainement aidé dans sa carrière. En fait, d'une certaine façon, c'était un dopage, entre guillemets, naturel, ou un dopage génétique. Il était génétiquement dopé, et il avait un effet qui était similaire à la prise de PO avec sa mutation. Donc comme Richard Virenque, en fait, d'une certaine façon, lui, il était dopé, comment est-ce qu'on dit déjà, à l'insu de son plein gré, il était dopé génétiquement. Et l'érythropoïétine, donc ça c'est un schéma pour finir, pour vous expliquer comment ça marche. En fait, c'est synthétisé surtout par le rein. Ça permet d'activer la production de cellules sanguines des globules rouges qui sont produites par la moelle osseuse, et donc d'avoir plus de globules rouges. Comme la majorité, la totalité des dopages, c'était utilisé avant que ce soit utilisé dans les dopages, c'est utilisé comme médicament, par exemple pour l'anémie, on injecte de l'EPO pour faire produire plus de globules rouges et donc lutter contre l'anémie. Donc pour ma dernière diapo, nous ce qu'on étudie dans l'équipe, c'est des sports en fait qui ont un lien avec les capacités respiratoires. Pourquoi ? Parce que les patients avec lesquels on travaille, donc qui ont des myopathies sévères avec des déficits respiratoires, on essaie de comprendre, au contraire, qu'est-ce qui pourrait augmenter l'efficacité respiratoire d'individus. Et donc, on va étudier, pour l'instant, on étudie, par exemple, ces deux cohortes, on étudie donc des apnéistes qui font des efforts puisqu'ils nagent, en fait, tout en retenant leur respiration pendant 4 minutes ou plus. Et on étudie aussi des skieurs alpinistes qui, forcément, par définition, font du sport en étant en hypoxie, donc en altitude, où il y a moins d'oxygène. Et l'idée finale, c'est déjà de comprendre les bases génétiques des performances athlétiques, mais c'est aussi d'essayer ensuite de reproduire l'effet de ces mutations chez les patients. Voilà, je vous remercie.
Voilà, merci Jocelyn pour cette belle présentation. Maintenant, comme de coutume, vous avez la parole si vous avez des questions. Madame. Oui, merci beaucoup. Je voudrais savoir quels sont les effets secondaires néfastes de la thérapie génique chez l'homme. Oui, alors dans le cas que j'ai montré spécifiquement, il y a en fait, ça induit ce qu'on appelle une cholestase hépatique. Donc, ça induit des déficits dans le foie qui mènent à des déficits de sécrétion de l'acide biliaire. Et dans le cadre de certains essais, ça va même jusqu'à la mort du patient. Donc, c'est vraiment pour ça qu'ils ont arrêté les essais. En fait, ça n'a pas été vu dans des modèles de laboratoire qui avaient été testés avant, donc c'était inattendu. Et c'est pas encore compris en fait. Pourquoi l'injection de ces virus dans ce groupe de patients en particulier, puisqu'il y a ce type de thérapie avec des virus, ça a été aussi utilisé dans plein d'autres maladies où il n'y a pas eu ces effets-là. Donc c'est probablement une combinaison entre la thérapie et la maladie en particulier, qui est une myopathie à la base, mais quand on combine le traitement avec la myopathie, pour une raison encore inconnue, il y a des défauts hépatiques qui se créent. Question suivante. Oui, vous avez abordé donc les performances de certaines populations au niveau athlétique, mais qu'en est-il des biais culturels et environnementaux? Parce que bon, c'est assez compliqué de faire de la part du génétique, du culturel également. Donc, oui, tout à fait, oui. Alors effectivement, bon, par exemple, les marathoniens, entre guillemets, donc, qui viennent d'Afrique de l'Est, il y en a beaucoup qui sont sur les hauts plateaux déjà. Donc on peut aussi se dire que, entre guillemets, ils s'entraînent à l'altitude tout le temps. Donc certainement, ça joue aussi. Ouais. Après, on remarque quand même qu'il y a des athlètes qui sont originaires de ces endroits-là, qui vont s'entraîner ailleurs. Ils perdent pas en qualité, entre guillemets. Donc c'est certainement un amalgame à la fois des prédispositions génétiques, qui ne comptent pas pour la totalité des performances, hein, loin de là. C'est aussi des effets environnementaux. Ça peut être aussi des effets culturels, comme vous l'avez dit. Effectivement, quand y a des marathoniens très connus qui racontaient que pendant leur enfance, ils faisaient 20 km pour aller à l'école en courant, c'est sûr que ça aide après à être un coureur de front, quoi. Donc c'est tout mis bout à bout en fait qui permet de former un athlète exceptionnel. Ouais. Après il y a des prédispositions qui sont plus visibles que d'autres. Au niveau du basketball, clairement la taille est quand même quelque chose de majeur et là c'est la taille génétique. Par contre, si vous n'êtes pas doué de vos mains, que vous n'êtes pas coordonné, vous ne serez jamais un bon basketball, un bon joueur de basket, quoi. C'est comme le skieur de fond. Très certainement, il a été aidé par sa mutation génétique, mais s'il n'était pas coordonné ou s'il n'avait pas envie, parce qu'il était peut-être pas feignant, mais disons, voilà, il n'avait pas envie de faire 6 heures de sport par jour pour s'entraîner, il n'aurait jamais été champion olympique, quoi. Autre question, madame. Toujours pour en revenir aux familles, par exemple dans l'exemple de Polydore et de son petit-fils, du père, est-ce que, plus son nom exactement, si le petit-fils avait voulu faire un autre sport d'endurance, est-ce qu'il aurait été champion? Est-ce qu'il aurait pu être champion aussi? C'est pareil pour les frères Fourcade, est-ce qu'il y en avait un qui avait voulu faire autre chose comme sport, est-ce qu'il aurait pu aussi, ça lui aurait servi aussi? Oui, alors il y a très certainement la génétique. Après, il y a l'environnement. Et effectivement, quand vous avez un grand frère qui fait un sport donné, vous vous dirigez plutôt vers ce sport-là, quoi. Mathieu Van Der Poel, son grand-père Raymond Poulidor était très connu en cycliste, donc c'est certainement ce qui lui a donné envie de faire du cyclisme. Après, l'autre chose aussi, c'est qu'on ne sait pas en fait. Il y a des prédispositions génétiques très certainement dans ces familles-là, mais on ne sait pas lesquelles. Ceci dit, on peut penser, dans le cas des cyclistes, que c'est des prédispositions génétiques qui les aident à faire du sport d'endurance.
Donc moi, je prédirais éventuellement que s'il avait fait un autre sport d'endurance, comme du ski de fond, il aurait peut-être réussi. Peut-être moins bien ou pas, mais il aurait certainement aussi été prédisposé à être bon dans n'importe quel sport d'endurance, entre guillemets, quoi. Mais par contre, pour des sports différents qui font appel à des capacités différentes, comme des sprints, là, il n'est pas forcément prédisposé, quoi. D'autres questions? Dans la majorité des sports que vous avez évoqués, c'est des sports pendant lesquels on respire beaucoup parce qu'on a besoin d'oxygène pour les muscles. Les apnéistes, c'est pas du tout le même phénomène. Alors, est-ce que c'est en recherchant dans les muscles des apnéistes que vous trouverez la solution, ou est-ce que c'est plutôt leur capacité pulmonaire d'avoir une efficacité dans l'échange gazeux qui est plus important? Oui, alors nous on recherche surtout au niveau pulmonaire, en fait, pour les apnéistes. Alors les apnéistes, ce qu'il faut, ce que vous savez certainement, hein, mais ce qu'il faut savoir pour tout le monde, c'est que donc ils respirent une fois et ensuite il faut un effort sur 4-5 minutes sans respirer. Donc c'est quand même un effort musculaire, hein. Sauf dans une spécialité particulière où c'est de l'apnée statique. Sinon toutes les autres épreuves, en fait, ils palment ou ils nagent. Donc ça veut dire qu'en fait, ils ont besoin vraiment d'utiliser leurs muscles. Donc, il y a des protéines en fait dans le muscle, comme la myoglobine ou d'autres protéines qui stockent l'oxygène dans le muscle. Donc, c'est possible qu'ils ont des prédispositions dans leurs muscles pour mieux utiliser l'oxygène, pour faire fonctionner leurs muscles. Mais on cherche aussi s'ils auraient des prédispositions sur leur capacité respiratoire au niveau des poumons. Par exemple, alors, ils le travaillent, mais ils ont une élasticité de la cage thoracique qui est assez exceptionnelle. Vous pouvez vous amuser à aller sur Internet et à voir des vidéos. C'est assez bluffant, la façon dont ils sont élastiques au niveau de la cage thoracique. Ça, en fait, il y a des protéines comme les collagènes qui sont connues pour jouer sur l'élasticité, aider à l'élasticité du squelette, et notamment au niveau des jointures, etc., des tendons. Donc, on regarde aussi de ce côté-là. Au niveau pulmonaire, on recherche aussi de ce côté-là. Ouais. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Ouais. Merci. 2 facteurs qui n'ont pas été abordés, mais peut-être ça nous entraîne un peu loin. C'est d'abord les facteurs intellectuels, la concentration, notamment le yoga qu'utilisent les apnéistes, dont je fais partie aussi, en tant que moniteur de plongée, et qui permet d'améliorer considérablement les performances, simplement par la préparation mentale et spirituelle même. Et d'autre part, le facteur alimentaire. On dit aux enfants qu'il faut donner de la viande rouge pour qu'ils puissent faire un effort intense et rapide. Donc, comme les muscles rapides. Quelle est l'importance de ces 2 facteurs? Alors, nous, en fait, on est quand même intéressé par le métabolisme, donc tout ce qui a à voir avec l'alimentation. L'alimentation va être utilisée par le métabolisme, par exemple, du muscle. Donc, si on recherche des mutations chez des athlètes de haut niveau qui ont un métabolisme assez particulier, où ils utilisent, par exemple, peut-être mieux certaines sources, etc., pour faire plus d'énergie, ça, on pourrait éventuellement le trouver. On pourrait trouver des mutations qui changent le métabolisme et donc qui changent l'utilisation de l'alimentation. Donc ça, c'est possible. Par contre, effectivement, c'est quelque chose qu'on a déjà discuté. Au niveau intellectuel, comme vous disiez, au niveau mental, nous, on essaie de s'éloigner des sports, en fait, où il y a une grosse prédominance mentale. Alors, dans l'apnée, c'est le cas aussi, mais il y a aussi, au niveau respiratoire, ils sont très, très forts. Mais on évite les sports trop intellectuels, entre guillemets. Je ne prends pas un exemple, l'escrime, c'est très stratégique. Alors bon, les escrimeurs champions olympiques, ils ont le physique aussi, hein, faut pas croire, mais ça fait intervenir des fonctions que moi je me sens incapable d'explorer au niveau génétique, parce que ça devient très complexe après ce qui est intellectuel à étudier au niveau génétique, quoi. En termes de prédisposition. Tout ce qui est coordination, sport de coordination extrême, etc. D'autres questions?
apparemment, on a fait le tour. Je vous remercie, Jocelyn, encore pour cette intervention. Merci à vous tous. Merci. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler agriculture biologique, alimentation durable avec Anne Stenger et Émilien Véron. Voilà, d'ici là, bonne semaine. N'oubliez pas qu'il y a la Fête de la Science, il y a plein d'autres activités. Notamment, pour information, il y a 2 conférences, films, débats au Planétarium à 18h demain soir et mercredi soir, autour d'une part une danseuse qui fait en apesanteur pour le premier film et deuxième film d'Arte sur la santé et le sport également. Voilà, bonne semaine à toutes et à tous et à bientôt. Merci.